Bonjour. La pathologie chronique en rhinologie est dominée par la sinusite chronique, pathologie extrêmement fréquente qui est pour le moment caractérisée par deux grandes entités endoscopiques, la sinusite chronique sans polype et la sinusite chronique avec polype. Cette différenciation sera probablement obsolète d'ici quelques années. La sinusite chronique sans polype touche 14,7% de la population, c'est-à-dire un septième de la population, et est souvent caractérisée par un déséquilibre de la réponse immunitaire plutôt en faveur de lymphocyte T helper 1, avec une augmentation de l'interféron gamma et du TGF-bêta. La sinusite chronique avec polype est moins fréquente et atteint 2 à 4% de la population. C'est une pathologie qui peut atteindre toute la voie aérienne supérieure et 40% des cas sont associés à un asthme. 15% des cas sont associés à une intolérance à l'aspirine et dans certains cas, il s'agit d'un continuum d'aggravation. Le déséquilibre de la réponse immunitaire est le plus souvent en faveur des lymphocytes T helper 2 avec souvent hypériosinophilie et augmentation des immunoglobulines E en l'absence d'allergie, de l'interleukine 5, de l'éotaxine, de la protéine cationique des éosinophiles et des cystényles-leucotriènes. La rhinosinusite chronique est une dysfonction dans l'interaction entre l'hôte et son environnement. Les lymphocytes T helper 1 activent les neutrophiles qui eux-mêmes, via leur médiateur, augmentent la production de matrices extracellulaires avec du collagène, de l'élastine, de la fibronectine, de la ténacine, de la thrombospondine, de la vitronectine et des protéoglycans. Ces médiateurs inhibent aussi la dégradation de la matrice extracellulaire, ce qui aggrave la situation. La laminine diminue tandis que le tissue inhibitors of metalloproteinase et les matrix metalloproteinase augmentent. Les corticoïdes vont agir dans le traitement à plusieurs niveaux de ces cascades, tandis que les leucotriènes modulent la production des médiateurs par les neutrophiles. Une hypothèse fongique postule que les ifs fongiques présents dans l'air respiré peuvent stimuler les lymphocytes T helper qui activent les neutrophiles et qui eux-mêmes dégranulent la protéine basique majeure capable d'altérer la barrière épithéliale respiratoire, la rendant vulnérable à l'agression éventuellement bactérienne ou autre. La sinusite chronique avec polype est également une dysfonction dans l'interaction entre l'hôte et son environnement. Une hypothèse suppose qu'une stimulation polyclonale par des superantigènes suite à une dysfonction du rôle de barrière de l'épithélium peut se produire. Ce sont des superantigènes qui peuvent être produits par le staphylocoque doré et qui provoquent une activation massive des lymphocytes et la production de chémokines de façon non spécifique. Même une quantité infime de superantigènes est suffisante pour déclencher une cascade d'activation qui aboutit à l'activation des éosinophiles puis à la construction de polypes résultant de la production de différentes protéines et immunoglobulines polyclonales et la diminution de l'apoptose. Ce schéma illustre la polypose la plus communément observée en Europe, qui au départ d'une stimulation polyclonale et d'une balance immunitaire favorable aux lymphocytes T helper 2, aboutit notamment via l'interleukine 5 à l'activation massive des éosinophiles, eux-mêmes responsables de la production de la protéine cationique des éosinophiles et des leucotriènes T4 et C4. Parmi les traitements, la doxycycline à dose immunomodulatrice semble avoir un effet sur la protéine cationique des éosinophiles et l'interleukine 5. Les stéroïdes agissent sur toutes les phases de l'inflammation et les antileucotriènes comme le montelukast agissent comme antagonistes des récepteurs des leucotriènes. Les anticorps monoclonaux peuvent agir spécifiquement contre certaines protéines, comme l'omalizumab contre l'immunoglobuline E ou le mépolizumab contre l'interleukine 5, et au moment de la publication de ce graphique, le mépolizumab n'était pas encore aussi accessible qu'actuellement. Ce schéma illustre une polypose décrite en Asie du Sud-Est où la balance immunitaire est non pas en faveur de lymphocytes T helper 2 mais en faveur de lymphocytes T helper 17 stimulant l'activation de neutrophiles via l'interleukine 17. L'analyse anatomopathologique retrouve donc plus de neutrophiles et la sensibilité au traitement est différente, en général moindre. Les neutrophiles stimulent la production de polypes via l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, la myéloperoxydase des neutrophiles et l'interféron gamma. En réalité, la sinusite chronique avec polype n'est pas une pathologie isolée, la pathologie ethmoïdale avec une activation lymphocytaire polyclonale massive et l'activation des éosinophiles est similaire dans toutes les voies aériennes supérieures avec des communications à la fois aériennes avec la respiration mais aussi via la circulation sanguine. Il existe 4 symptômes cardinaux de la sinusite chronique. Les 2 symptômes majeurs sont l'obstruction nasale et la rhinorrhée, surtout postérieure. Les 2 symptômes mineurs sont le trouble de l'odorat et la douleur. Il faut cependant se méfier de la douleur qui est rarement présente et peu spécifique.
Pour poser un diagnostic de sinusite, il faut au minimum 2 symptômes, donc obligatoirement un majeur et un signe qui peut être soit clinique, soit endoscopique, soit scanographique. Le signe peut être purement clinique, par exemple une rhinorrhée postérieure objectivée sur le mur postérieur oropharyngé, et ni l'endoscopie ni le scanner ne sont nécessaires au diagnostic, qui peut donc être posé par le médecin traitant. Enfin, dernier critère, pour pouvoir être qualifié de chronique, la sinusite doit durer plus de 12 semaines. Alors, la prise en charge décrite ici est inspirée des guidelines de l'European Position Paper on Chronic Rhinal Sinusitis 2012. Il faudra donc actualiser cette vidéo en 2020 lorsque les prochaines guidelines sortiront, elles sont déjà annoncées. Ces guidelines sont téléchargeables gratuitement sur le site du journal Rhinology, même pour ceux qui n'ont pas d'abonnement, mais je rappelle que l'abonnement est gratuit en dessous de 35 ans. Lorsque le diagnostic de sinusite chronique est posé, qui est essentiellement un diagnostic clinique, et qu'il n'y a pas de signe d'alerte, nous avons le schéma suivant. Donc les signes d'alerte, ce sont les problèmes unilatéraux, les problèmes orbitaires, les problèmes neurologiques et systémiques qui laissent suspecter une autre pathologie ou une complication de la sinusite, donc j'y reviendrai plus tard. Lorsque le diagnostic clinique est posé, en l'absence d'une endoscopie disponible, on peut d'emblée initier un traitement par lavage salin et glucocorticostéroïdes topiques avec un suivi à 4 semaines. Lorsque l'endoscopie est disponible, le traitement est identique, lavage salin et glucocorticostéroïdes topiques, mais on pourra se permettre un suivi à 3 mois, sauf en cas d'altération endoscopique. Lorsque l'endoscopie est disponible et que la muqueuse est pathologique, en plus du traitement par irrigation saline et glucocorticostéroïdes topiques, on peut se poser la question d'une antibiothérapie de longue durée, des macrolides à dose immunomodulatrice pendant 12 semaines, à condition que les IgE sanguines soient normales. Sinon ça... Alors, en effet, il n'y a pas d'efficacité prouvée en cas d'IgE sanguine élevée. Lorsqu'il y a une amélioration, on poursuit le traitement par irrigation saline et glucocorticostéroïdes topiques, et l'arrêt éventuel ne pourra être décidé qu'à distance après une réévaluation soigneuse. En l'absence d'amélioration, une imagerie médicale par scanner ou cone-beam CT est indiquée, et en fonction du résultat, on poursuivra le traitement médical ou on posera une indication chirurgicale. Après chirurgie, le traitement médical et un suivi seront indispensables. Donc dans la sinusite chronique sans polype, les lavages salins, les corticoïdes systémiques et les corticoïdes topiques ont prouvé leur efficacité. Aucun antibiotique ni en cure courte ni en topique n'ont démontré leur efficacité. Les macrolides peuvent être proposés à dose immunomodulatrice pendant 12 semaines si les IgE sanguines sont normales, mais on a remarqué une sélection croissante de résistance. La chirurgie fonctionnelle des sinus est sûre et efficace, avec un taux de révision jusqu'à 20% quand même, c'est-à-dire un patient sur 5, et le type de chirurgie est choisi en fonction de la pathologie. Ça peut être une simple dilatation des ostias, ou ça peut être une chirurgie fonctionnelle, ou une chirurgie même non fonctionnelle. Et la clé du succès réside dans le suivi à long terme. Alors, dans la rhinosinusite chronique avec polype, bien sûr, pour le diagnostic, il faut une endoscopie, donc il ne s'agit plus d'un diagnostic purement clinique. Les comorbidités doivent être recherchées et il est possible de demander une imagerie médicale, un scanner ou un cone-beam CT. En fonction de ce bilan, la polypose va être qualifiée de légère, modérée ou sévère. La polypose légère sera traitée par irrigation saline et glucocorticostéroïdes topiques. La polypose modérée, on considère en outre l'antibiothérapie longue durée, et en particulier la doxycycline, en tout cas pour la polypose aéosinophile. Pour la polypose sévère, on considérera en outre une corticothérapie systémique. Un suivi à 3 mois peut être proposé dans la polypose légère à modérée, et un suivi à 1 mois est recommandé pour la polypose sévère en phase instable. En cas d'amélioration, le traitement médical par irrigation saline et glucocorticostéroïdes topiques doit être poursuivi. En l'absence d'amélioration, une chirurgie peut être proposée avec un follow-up et bien sûr la poursuite du traitement médical. Dans la sinusite chronique avec polype, les lavages salins, les corticoïdes systémiques et les corticoïdes topiques ont prouvé leur efficacité. Aucun antibiotique en cure courte ni topique n'a démontré une efficacité. Les macrolides peuvent être proposés à dose immunomodulatrice pendant 12 semaines ou la doxycycline pendant 3 semaines, en particulier pour les polypes aéosinophiles. Cependant, il existe une sélection croissante de résistance et une attention particulière doit être portée aux patients qui ont besoin régulièrement d'antibiotiques, dont la mucoviscidose est l'exemple extrême. La chirurgie endoscopique est sûre et efficace, mais avec un taux de révision jusqu'à 20%, c'est-à-dire un patient sur 5. Le type de chirurgie varie en fonction de la pathologie, de la polypectomie simple à la chirurgie fonctionnelle ou la chirurgie non fonctionnelle.
Au sein des sinusites avec et sans polype, il existe d'autres sous-groupes de patients, d'autres phénotypes cliniques dont les caractéristiques cliniques, endoscopiques et scannographiques peuvent être liées à des endotypes particuliers. Donc en fonction de la caractérisation de ces sinusites, différentes approches thérapeutiques peuvent être envisagées. Par exemple, la polypose à éosinophile répond beaucoup mieux aux corticoïdes que la polypose à neutrophile. D'autres endotypes peuvent être différenciés selon le type de lymphocyte, le taux d'IgE ou de cytokines comme l'interleukine 5, 4 ou 13, ou l'interleukine 6, 8, 17 et 22. Bien sûr, l'interféron gamma, la myeloperoxydase, la protéine cationique des éosinophiles, la présence ou non de superantigènes de staphylocoque doré peuvent également influencer la réponse au traitement. Donc par exemple, les sujets dont l'endotype est caractérisé par un taux élevé d'interleukine 5, et par la présence de superantigènes du staphylocoque doré et par la protéine cationique des éosinophiles, ceux-là, ils ont vraiment une probabilité élevée de présenter un phénotype où la sinusite chronique comprend des polypes et est associée à un asthme et une intolérance à l'aspirine. Ceci permet une prise en charge ciblée de la pathologie en fonction du type de sinusite, et actuellement, les anticorps monoclonaux anti-IgE comme le omalizumab et anti-IL-5 comme le mepolizumab et le resnizumab sont disponibles commercialement et remboursés en Belgique, selon certains critères. Ils ont démontré, lorsque l'indication était correctement posée, une efficacité sur la polypose. Au cours des prochaines années, il est très probable que d'autres anticorps soient également disponibles commercialement et remboursés, comme par exemple ceux qui ciblent la sous-unité alpha du récepteur à l'interleukine 5, l'interleukine 13 ou la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine 4 et de l'interleukine 13. Les anticorps monoclonaux ne sont pas le seul avenir de la polypose, sinon ce serait beaucoup trop cher. La différenciation de l'activation des lymphocytes T helper 2 et l'expression de leur cytokine est contrôlée par le facteur de transcription GATA3. GATA3 pourrait être considéré comme un interrupteur central responsable du déséquilibre en faveur des lymphocytes T helper 2 de la polypose à éosinophile. Une inactivation de cet interrupteur central pourrait inhiber toutes les cascades consécutives de production de cytokines. Une enzyme intracellulaire appelée GATA3 dynazyme a été développée. Il s'agit d'un brin d'ADN qui se lie à l'ARN de GATA3 et qui le détruit par une enzyme catalytique. Cette enzyme GATA3 dynazyme est stable, elle est spécifique, elle peut être appliquée en aérosol ou en spray nasal, ce qui est tout de même plus facile et moins coûteux que les injections hospitalières d'anticorps monoclonaux. Une autre approche consiste à utiliser des protéines ou leurs nanoprotéines dérivées produites directement sur la muqueuse nasale par une bactérie non pathogène. Par exemple, une souche génétiquement modifiée de Lactobacillus lactis a été développée et peut être appliquée en spray ou en douche nasale. Elle pourrait produire des protéines thérapeutiques effectives après manipulation génétique. En pédiatrie, la prise en charge laisse une place plus importante au traitement du reflux gastro-œsophagien et au traitement anti-leucotriène, le montée du caste. L'adénoïdectomie a une place prépondérante. La dilatation des ostia sinusiens est considérée. En cas de polypose, une mucoviscidose doit être recherchée. Bien sûr, rien de ce que je vous ai raconté plus haut n'est valable en cas de signe d'alerte. Les signes d'alerte sont un problème unilatéral, comme un saignement, des croûtes, une cacosmie. Un problème orbitaire, comme un gonflement, un déplacement de l'orbite, une plégie, une diplopie, une baisse d'acuité visuelle, ou un problème neurologique, comme la céphalie intense, la tuméfaction crânienne, les signes méningés ou les signes neurologiques. Les complications de rhinosinusite chronique sont la mucocèle, l'ostéite, l'érosion osseuse, la métaplasie osseuse, la neuropathie optique et la déformation faciale. Pour aller plus loin, les guidelines sont résumés dans l'European Position Paper on Chronic Rhinosinusitis, dont l'édition 2020 est attendue pour bientôt, et bientôt disponible gratuitement sur le site du Rhinology Journal. En attendant la sortie, l'édition 2012 peut déjà nous faire un peu patienter, et un excellent atlas de rhinologie très complet, en couleur et gratuit, est disponible sur le site de l'European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Merci de votre attention.